je suis très impressionné d'intervenir entre deux spécialistes de Spinoza, moi qui ne suis qu'un petit joueur, hein, vraiment un pauvre juriste, parce que j'aime bien, oui, un lecteur, mais qui a encore beaucoup de choses à apprendre. Et j'espère que je vais être, non pas à la hauteur, je n'ai pas cette prétention, mais en tout cas donner une autre idée, si vous voulez, notamment à mes collègues, de l'importance de Spinoza à l'égard d'un angle particulier qui concerne le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, j'ai nommé mon intervention de Spinoza à Portalis le principe de séparation des pouvoirs à l'épreuve du concept d'incomplétude. L'originalité de cette conférence Spinoza Assas, c'est précisément qu'elle a lieu à Assas. On est plus souvent amené à débattre de questions purement juridiques, de pur droit, de questions économiques, de sciences politiques, que de philosophie au sens propre. On passe très souvent et très vite là-dessus, et j'en sais quelque chose, puisque dès lors qu'on déborde des questions purement juridiques, comme ça peut être le cas dans le cadre du travail de la mission du défenseur des droits, on se heurte immédiatement à tout un tas d'objections qui nous disent on est dans le soft law, bon, c'est pas, laisse tomber, c'est pas intéressant, passons à autre chose. Donc je disais que c'est une gageure, c'est la raison pour laquelle l'objet de mon intervention participe d'une gageure. Elle consistera à tenter de poser en termes simples les rapports et contradictions perceptibles entre la pensée de Spinoza, la doctrine juridique de Portalis, le liste par nature, à l'aune du principe de séparation des pouvoirs et de la théorie de l'incomplétude normative et textuelle, ce qui fait beaucoup de choses. Quelques mots sur Portalis pour nos étudiants. Jean-Étienne Marie Portalis, au cas où il l'a oublié, né en 1746 et mort en 1807, avocat et homme d'État, jurisconsulte, philosophe du droit français, membre de l'Académie française et grand aigle de la Légion d'honneur, 1805, connu pour avoir été un des 4 rédacteurs d'un code civil. Spinoza, lui, est né en 1632, mort en 1677 à La Haye. Il s'agit donc de confronter deux philosophes, deux idées, qui sont exprimées à un siècle d'intervalle, à deux théories tout aussi contradictoires, séparation des pouvoirs et incomplétude normative. Alors, de Spinoza à Portalis, le principe de séparation des pouvoirs à l'épreuve du concept d'incomplétude, de quoi s'agit-il précisément? Avant d'examiner les thèses en présence, il convient de préciser que, de notre point de vue, il existe un lien de causalité directe entre l'état d'incomplétude normative d'une législation et l'ineffectivité du principe de séparation des pouvoirs. A l'inverse, il y a dans la pensée de Spinoza des conceptions qui pourraient être de nature à conforter le principe de séparation des pouvoirs à la mesure de ses visées originelles. Les thèses il y a 4 thèses évidemment en présence, comme je l'ai dit précédemment. Ce qui est très fondamental, on va les passer en revue l'une après l'autre, mais très sommairement pour après les mettre en relation. Ce qui est très fondamentalement visé par la pensée de Spinoza, et comme j'ai dit très sommairement bien sûr, je l'ai marqué en gros, c'est précisément une éthique, une philosophie pour la conduite de l'existence. Je suis vraiment très large. Spinoza pose que le bonheur provient d'une libération à l'égard de la superstition et des passions. En d'autres termes, l'ontologie n'est vue que comme un moyen pour démystifier l'univers et permettre à l'homme de vivre selon la raison. Ce qui est visé par le principe de séparation des pouvoirs et les fondamentaux du droit, c'est de répartir le pouvoir dans l'État, selon Montesquieu, d'empêcher l'arbitraire et les abus liés à l'exercice des missions souveraines. Il s'agit en effet d'un principe politique selon lequel les fonctions des institutions publiques sont divisées entre le pouvoir législatif qui fait les lois, l'exécutif qui les met en œuvre et les fait appliquer, et le pouvoir judiciaire qui les interprète et les fait respecter. Alors, troisièmement, ce qui est visé par la doctrine qui sous-tend le discours préliminaire de Portalis, c'est que cette pensée participe d'un courant doctrinal majoritaire, encore actuellement, encore aujourd'hui, dont la thèse essentielle, relative à l'office de la loi, figure dans le discours du premier projet de code civil de 1800. Et l'essentiel de cette doctrine pourrait se résumer, dans les termes même de son auteur, en ces quelques mots: l'office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. Et non de descendre dans les détails des questions qui peuvent naître sur chaque matière.
Force est de reconnaître que cette position de principe restait largement majoritaire, encore aujourd'hui, dans le monde juridique. Il reste d'ailleurs directement de ce courant, que j'ai qualifié de résidualiste, la conception actuelle de la séparation des pouvoirs, telle qu'il est possible de l'observer en droit continental, sous sa forme la plus accomplie. Et c'est notamment la raison pour laquelle il serait souhaitable de déterminer précisément ce qu'il convient d'entendre par maxime générale du droit et principe fécond. Doit-on comprendre, déduire, que la détermination des principes fondamentaux dont les grands arrêts des cours supérieures regorgent n'entre pas dans le champ des maximes générales du droit ou des principes féconds? Le souci de Portalis est de proposer des lois fondées sur des équilibres sous-jacents de la société, qu'il nomme des lois opportunes. Légiférer, c'est donc suivre l'évolution de la société, mais aussi deviner ses exigences et donc la précéder. Ni bouleversement, ni immobilisme, Portalis ramasse cette réflexion en une formule audacieuse et sage: la plus funeste des innovations serait de ne pas innover. C'est cette innovation qu'il évoque en proclamant, selon lui, l'office de la loi est de fixer par de grandes vues, etc., et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. Enfin, quatrième point, avant d'aborder le rapport général, ce qui est visé par la théorie de l'incomplétude normative, et là on rentre dans quelque chose de totalement nouveau. D'abord, on va en donner la définition. Il s'agit d'une théorie qui a pour objet de mettre en évidence une réalité. Elle se définit en tant que théorie qui vient au soutien d'une position doctrinale selon laquelle l'état préjudiciable, insécurité juridique, inégalité entre les justiciables, et endémique, qui caractérise le droit continental français contemporain, est volontairement et artificiellement maintenu depuis des siècles en dépit de la prophylaxie existante. Je vais reprendre la phrase parce que voilà, je crois que j'ai oublié un mot. Elle se définit en tant que théorie qui vient au soutien d'une position doctrinale selon laquelle l'état préjudiciable et endémique d'incomplétude qui caractérise le droit continental français contemporain est volontairement et artificiellement maintenu depuis des siècles en dépit de la prophylaxie existante. Ne inquiétez pas, tout va devenir limpide dans un instant. Dès lors que 3 points vont être successivement abordés s'agissant toujours de la théorie de l'incomplétude. En premier lieu, on va parler de l'analyse de l'acte de complétude normative. De quoi s'agit-il? Puisque la théorie vise à identifier la limite ténue qui sépare l'action du législateur, consistant à créer une normativité à minima par conviction, ce qui est rigoureusement le cas, et toujours le cas. Et donc, par conviction, il s'agit de la doctrine, ou intérêt politique de son action, différencie de son action consistant à la fixer par volonté, en vue de la rendre autonome et effective surtout. Deuxième point, le partage anticonstitutionnel du pouvoir normatif. Et ça, c'est le point le plus sensible, évidemment, parce qu'en effet, si le juge ne saurait se soustraire à l'obligation de se prononcer sur la base de fonds régulatoires valides, c'est-à-dire la loi et la jurisprudence, et de motiver sa décision, ce formalisme minimum ne saurait occulter les réalités juridictionnelles à l'observation desquelles il semble que soit précisément en périphérie de ces fonds régulatoires, c'est-à-dire en périphérie de ces fonds régulatoires classiques que sont la loi et la jurisprudence, que se construit l'essentiel du dispositif, c'est-à-dire l'essentiel de la décision juridictionnelle. Je prendrai quelques exemples après. Souvent, on observe que beaucoup de justiciables sont condamnés davantage à l'aune de leur comportement personnel qu'en raison des infractions qui leur sont reprochées par la matière pénale. Mais on pourrait rapprocher ça également de la matière civile, où des décisions sont prises un peu de cette manière également, moins souvent parce que le champ, la latitude est peut-être un petit peu moins grand. Je pense plutôt au droit des contrats, où là on ne peut pas trop s'écarter. Bref, exposer brièvement la question des comportements déterminants reviendrait à parler de tout ce qui peut se passer dans un prétoire. Et on le voit. Bon, l'insolence caractérisée, comportement, disons, discutable, on mâche du chewing-gum quand on arrive en audience, la sonnerie téléphonique, c'est ce qu'a fait un des justiciables qui a été d'ailleurs extrêmement, très sévèrement condamné. Il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est bien. Autant de facteurs pris en compte en périphérie des fonds régulatoires classiques, c'est-à-dire sur la base d'éléments normatifs extrajudiciaires que j'ai nommés les fonds résiduels. Et donc je donne immédiatement la définition. Les fonds résiduels sont des éléments normatifs
qui ne proviennent ni de dispositions légales, ni des collections judiciaires, c'est-à-dire de la jurisprudence, et qui, nonobstant leur portée effective, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant, n'ont pour toute origine la seule volonté individuelle des juges. Troisième point, l'ineffectivité du principe de séparation des pouvoirs du fait du cumul. Et là, on arrive évidemment au cœur Pour autant, force est de constater que, nonobstant le principe de séparation des pouvoirs, c'est à l'aune d'un consensus général que le même qui écrit la norme jurisprudentielle la modifie à son gré, la contrôle et en sanctionne l'exécution. D'autre part, la doctrine s'est souvent prononcée en faveur d'une plus grande sobriété législative, et ainsi mécaniquement en faveur de la création normative du juge, contraint, tout au moins en apparence, d'apporter sa contribution à l'édifice. S'inscrivant d'ailleurs dans cette veine, Portalis, dont l'histoire gardera le souvenir du plus célèbre des 4 rédacteurs du Code civil, a mis en garde contre les excès de la législation. Montesquieu ne cessa de conseiller « il faut légiférer d'une main tremblante ». En revanche, peu ont pointé les effets susceptibles de résulter tant des carences normatives patentes que de l'incomplétude textuelle commune dans le droit positif, qui à bien des égards sont caractéristiques d'un abus de non-droit et dont il résulte un litigieux cumul contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Cumul en effet, dès lors qu'il ne saurait échapper à l'observateur avisé, les circonvolutions du juge auto-institué en matière civile, pénale ou administrative, tantôt édificateur de la règle et ordonnateur de sa mise en œuvre, tantôt commentateur ou censeur de ses propres décisions. Ainsi, en matière civile, il est constant que la mission de la Cour de cassation est définie par l'article 604 du Code de procédure civile, qui dispose que le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour la non-conformité du jugement qui l'attaque aux règles de droit. Pour autant, comment opter pour une lecture stricte de cette définition, dès lors que la censure ne saurait s'exercer uniquement dans les faits aux règles de droit stricto sensus, mais également aux règles édictées dans les arrêts de principe dont l'auteur n'est autre que la Cour elle-même, mais également dans le domaine public, où le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative, cumule, outre l'édification normative qu'on peut consulter à loisir dans tous les gageards, la fonction de juge de cassation des arrêts des cours administratives d'appel et reste en outre seul compétent pour connaître en premier et dernier ressort de certains litiges comme les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décrets. D'autre part, si certains soulignent régulièrement le rôle judiciaire éminent du Conseil d'État chargé de trancher en dernier ressort les contentieux qui opposent le citoyen au représentant de la puissance publique, d'autres posent la question des conditions de désignation de ces hauts magistrats et des filières dont ils sont issus, notamment de l'École nationale de la magistrature, ou les refuges des exclus des cabinets ministériels. Par ces libres propos, certains auteurs, dont Camille Mialot, proposent de réformer un Conseil d'État trop politisé, et de fait, la nécessité de faire œuvre édificatrice ne saurait être exclusive de la légitimité de son auteur. Pour autant, elle est bel et bien effective lorsqu'elle consiste dans la pratique des cours supérieurs à fixer les principes généraux et fondamentaux à la mesure des carences normatives disponibles. C'est notamment à l'observation de cet exercice qu'émergent les contorsions et contradictions qui résultent de l'opposition entre corps terrestre et corps céleste. Intégrer l'action du juge au développement du droit résulte d'un choix politique aux vertus quasi religieuses. Or, de l'avis général, la prise en compte de cette contribution à l'édification de la règle répondrait à une logique sociétale et à la préservation d'un équilibre. À l'opposé, dans la conception développée par la théorie de l'incomplétude normative, ces modalités contributives sont dénoncées en ce qu'elles constituent des entorses constantes et réitérées au principe de séparation des pouvoirs, d'autant que les décisions majeures et principes ainsi dégagés des espèces pourraient être consacrés et intégrés au droit positif, ce qui aurait pour effet d'associer, d'asseoir la sécurité juridique, de limiter le champ de leur interprétation, tout en les parant du sceau de la légitimité et du prestige de la loi. Troisième point, donc, sur la confrontation des thèses en présence. Alors, cette confrontation entre les thèses en présence se justifie notamment parce que, d'une part, on trouve chez Portalis la synthèse d'une doctrine qui sous-tend l'illusion d'une théorie de la séparation des pouvoirs et d'une approche de la juridicité continentale empreinte de pseudo-modernité, alors qu'il existait déjà
un siècle plus tôt dans la pensée de Spinoza les éléments essentiels qui auraient permis de s'y substituer. Nous sommes donc en présence de deux mouvements contraires. Un mouvement visant à la libération, un mouvement visant, en dépit des apparences, à l'asservissement. Évidemment, je veux parler de Portalis. Il est constant que l'expérience de terrain donne à voir un paradigme juridique en discordance avec les principes fondamentaux qui le sous-tendent, dès lors qu'il ne correspond en rien aux réalités juridictionnelles et aux visées du principe de séparation des pouvoirs. Pour Portalis, en effet, le principe de séparation des pouvoirs est indissociable de l'action transcendante du juge souverain. On observe en effet chez Portalis une confusion permanente entre le juge, autorité divine supérieure, et justice. Alors que chez Spinoza, il n'y a aucune confusion entre Dieu et la nature, car pour lui, Dieu c'est la substance et la nature ce sont les modes qui héritent des attributs. Chez Spinoza, pas de représentation anthropomorphique consacrée de Dieu, alors que pour les tenants du résidualisme, la représentation du juge souverain est inséparable de son action. Non seulement la représentation d'ailleurs, mais toute la mise en scène qui concourt à sa mission. Alors, à la question de la religion superstition, entrons directement dans le détail. Pour Spinoza, ce qui encombre la religion, c'est la superstition dont il faut se débarrasser. Parallèlement, et de notre point de vue, ce qui encombre la justice, c'est également la superstition consistant à idolâtrer l'œuvre du juge, et attitude dont il conviendrait également de se débarrasser. Cette superstition qui prend la forme d'un transfert de pouvoir transcendant de Dieu au juge. Ce transfert qui a pour effet de sacraliser un pouvoir individuel illégitime est contraire aux règles constitutionnelles. Je pense à l'article 21 et à l'article 24 de la Constitution. Ensuite, sur la question de la foi, et dans la mesure où l'athéisme est une religion en soi, Spinoza n'est pas athée. Spinoza n'est pas quoi ? N'est pas athée. Ah oui, d'accord. Il va quoi? J'ai pas entendu. Dans la mesure où l'athéisme est une religion en soi, Spinoza n'est pas athée. Il n'est pas un athée. Parler de la nature, c'est parler de Dieu. Dieu est tout ce qui existe et Spinoza récuse toute possibilité de transcendance. Pour lui, il n'y a que l'homme. Le corps et l'esprit sont une seule et même chose. Quand on l'envisage comme étendu, le corps, quand on l'envisage comme pensée. Alors on parlera de l'homme en tant qu'esprit, mais sans qu'il y ait une opposition entre les deux. Au contraire, Portalis conforte la place et la soumission au juge. Dans un mouvement empreint de religiosité, on doit croire en la justice et en celui qui seul peut dire le droit, comme on doit croire en Dieu. Dès lors, il confond la foi en le juge et la raison dont devrait être constituée la décision prononcée. D'ailleurs, la phrase qui résonne toujours actuellement comme un leitmotiv chez les hommes publics en représentation n'est-elle pas « J'ai confiance dans la justice de mon pays ». On croit, on a confiance, on est totalement soumis. C'est plus que soumis d'ailleurs, croire. Le Dieu de Spinoza, quant à lui, n'est pas séparable du monde qui l'entoure. Dieu est parfait, il est tout ce qui existe, nous sommes dans Dieu, Dieu est en nous. L'enjeu n'est plus de croire en Dieu, car nous n'avons pas lieu d'en douter, puisque rien n'est plus certain que l'existence de ce qui existe ne peut donc être au-delà. Alors comment Spinoza aurait-il considéré le rapport entre justice affirmée et réalité juridictionnelle avérée, notamment à l'aube de l'incomplétude normative et de la théorie de l'incomplétude? Parce que vous avez posé un peu la même question, pas pour ça, mais vous avez posé la question de savoir comment Spinoza pouvait, et quelle réaction aurait-il eu, de quelle manière aurait-il pu considérer le même rapport qu'il a établi tout à l'heure. D'autant qu'il est constant que le principe de séparation des pouvoirs est inséparable du protocole juridictionnel qui en constitue l'émanation. Nonobstant ces considérations, Portalis a contribué activement à placer le seul juge en position d'apporter la solution dans l'expression d'un dualisme irrationnel avéré, principalement fondé sur une distorsion élaborée, déséquilibrée, significative d'un déséquilibre entre des réalités, méthodique du protocole d'individualisation. Alors, je vais expliquer en deux mots ce que c'est, enfin, ceux qui regardent cette vidéo le savent. On parle bien du protocole d'individualisation du procès, et notamment, principalement du procès pénal. Quant à la morale, Portalis assume une position que l'on pourrait définir de clarté dans la confusion. De clarté,
car la position résidualiste est parfaitement assumée. Mais dans la confusion, quand il parle notamment de ne pas descendre dans les détails, car parle-t-il de la loi, des décrets, de quoi parle-t-il précisément? On ne le retrouve pas, ni au départ, ni à la fin de son discours préliminaire. On reste donc dans une espèce de confusion qui est assez insupportable d'ailleurs. Les voies du résidualisme et de la doctrine de Portalis tendent à contraindre, alors que la démarche de Spinoza est une démarche de compréhension non moralisante. Ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Quant à l'ignorance, pour Spinoza, l'ignorance est native et elle est maintenue, car il est bon d'ignorer. D'ailleurs, Portalis, par son discours, contribue à maintenir le peuple dans la représentation superstitieuse d'un juge souverain. Un discours qui permet de conduire le peuple par ignorance à aller contre leur propre intérêt et à lutter pour leur servitude, comme s'ils combattaient pour leur propre liberté. Portalis, le juge, reste donc la figure de la providence divine, alors que pour Spinoza, Dieu n'est pas une providence. Il n'a pas de faculté, il n'est pas un libre arbitre. Dieu n'est pas une personne, il n'est comparable ni à un monarque, ni à un juge, ni à un père. Et je vais continuer en disant que force est de constater que les tenants de la doctrine résidualiste, qui ont voulu faire briller leur esprit dans l'explication des causes finales des choses, ont depuis toujours suivi, pour établir et préserver leur système, un genre d'argumentation qui consiste à réduire son contradicteur ou à tenter de le réduire non pas à l'absurde, mais à l'ignorance. Imaginons ainsi un dialogue entre quelques disciples de Portalis et l'observateur d'un procès contemporain. Et supposons qu'un homme, mis en cause, dans le cadre d'un procès pénal et innocenté en première instance, soit condamné en cause d'appel à l'aune d'une décision rendue à droit constant, à jurisprudence constante et à fait constant. Et que dès lors, aucun élément nouveau de fait ou de droit ne saurait être de nature à en expliquer le fondement. Ils expliqueront cette situation en soutenant que l'effet de l'appel, c'est précisément d'examiner une cause sous un angle nouveau, que les juges ont pris leur décision, guidés par leur intime conviction, et que cette décision est juste, dès lors que la justice l'a voulu tout exprès. En effet, comment si ce jugement n'était pas celui de la justice, tant de circonstances y auraient-elles concouru? Aussi, vous objecterez peut-être que l'iniquité de cette condamnation, qui induit une situation d'inégalité entre les justiciables, tient principalement à deux causes. L'introduction de l'intime conviction du juge dans l'espace normatif, ou en tant que référentiel normatif, et le champ d'incomplétude normative et textuelle qui lui est abandonné. Mais ils vous presseront aussitôt de questions. En quoi l'œuvre du juge